Bienvenue au Japon, un archipel fascinant où l'ancien et le moderne s'entrelacent. Dans ce documentaire, je vous invite à me suivre à travers un voyage riche en contrastes et en découvertes. Débutant à Tokyo, une métropole en perpétuelle effervescence. Ici, les gratte-ciels scintillants côtoient des temples paisibles, tandis que les rues bondées vibrent au rythme de la technologie et de l'innovation. Nous poursuivrons notre périple à Kyoto, véritable cœur historique du pays, où le passé se raconte à travers ses jardins zen et ses temples majestueux. Nous assisterons à la cérémonie du thé et nous aurons le privilège de participer au Gion Matsuri, l'un des plus grands festivals du Japon, où d'imposants chars de 40 mètres de haut défilent dans les rues animées de la ville. Nous mettrons ensuite le cap sur Hakone, renommé pour ses paysages volcaniques à couper le souffle, et ses onsen, ces sources thermales naturelles où l'on vient se ressourcer, au cœur de la nature apaisante. Enfin, nous clôturerons ce voyage à Nagoya, dominé par son majestueux château. C'est là que nous plongerons dans l'univers des combats de sumo, une tradition ancestrale incarnant la force et l'esprit indomptable du Japon. Préparez-vous à explorer un pays aux 1000 visages, où chaque destination dévoile une histoire unique et captivante. Notre voyage commence à Tokyo, la capitale du Japon. Une métropole dynamique et fascinante qui compte environ 14 millions d'habitants dans la ville proprement dite et plus de 37 millions dans son agglomération, ce qui en fait une des villes les plus grandes du monde. Bien que Tokyo soit une ville résolument moderne, elle abrite des trésors historiques. Je vous emmène tout d'abord dans le quartier d'Asakusa, au temple Senjoji. Il s'agit de l'un des plus anciens temples bouddhistes de Tokyo. Les visiteurs sont accueillis par une grande porte, Kaminaremon, également connue sous le nom de porte du tonnerre. Cette porte massive est l'une des icônes les plus reconnaissables de Tokyo. Elle est ornée par 2 statues imposantes, le dieu du vent et le dieu du tonnerre. Les visiteurs peuvent ensuite explorer le marché traditionnel Nakamizadori qui mène au temple. Ce marché existe depuis plus de 300 ans, ce qui en fait l'une des rues commerçantes les plus anciennes de Tokyo. La rue s'étend sur 250 mètres. Elle est bordée de petites boutiques, de stands et de vendeurs ambulants qui vendent des produits d'artisanat traditionnel japonais, des vêtements, des friandises, des encens, des souvenirs et bien plus encore. Après avoir traversé la rue, la porte Ozumon apparaît, annonçant l'entrée du temple. Cette porte majestueuse abrite d'importants trésors religieux, dont une grande lanterne suspendue. Le bâtiment principal du temple Senzoji, le Hondo, est dédié à la déesse Kannon, la déesse bouddhiste de la miséricorde. Les visiteurs sont invités à entrer, à prier devant la statue de la déesse, laissant derrière eux leurs soucis quotidiens. Le parfum de l'encens flotte dans l'air, créant une ambiance de recueillement. À l'arrière du temple principal se trouve le jardin d'Asakusa, un havre de paix qui offre une échappée tranquille loin de l'agitation de la ville. Je vous emmène maintenant dans le quartier d'Akihabara. La transition entre ces 2 quartiers emblématiques de la capitale japonaise est un voyage en soi, un réel passage de la tradition à la modernité, de la spiritualité à la culture geek.
Située au cœur de la capitale japonaise, Akihabara est une véritable oasis pour les fans d'électronique, d'anime, de manga, de jeux vidéo et de tout ce qui touche à la pop culture. Ici, vous trouverez d'innombrables magasins d'électronique et de matériel informatique, des gadgets high-tech aux composants électroniques rares. Vous trouverez aussi un grand nombre de magasins spécialisés dans les produits dérivés de l'anime et du manga. Des figurines aux affiches, en passant par les DVD et les bandes dessinées, les fans de l'animation japonaise trouveront ici leur véritable paradis. Certains magasins vendent même des produits exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Si vous aimez les jeux vidéo, là encore vous devriez trouver votre bonheur. Akihabara, souvent surnommé Electric Town, est l'un des endroits les plus célèbres au monde pour les bornes de jeux et les salles d'arcade. Si vous êtes de passage à Akihabara, je vous conseille vivement d'y rester la nuit. L'expérience est alors totalement différente. Les rues d'Akihabara s'illuminent de milliers de lumières au néon, créant une ambiance électrique. Les enseignes colorées, les panneaux publicitaires clignotants et les affiches géantes égayent le quartier, donnant l'impression de se trouver dans un univers de science-fiction. Les façades des bâtiments sont souvent utilisées comme écrans géants pour promouvoir les derniers jeux vidéo, les figurines d'anime et d'autres produits geeks. Les animations lumineuses et les vidéos projetées ajoutent encore plus une touche de dynamisme à l'environnement nocturne. Les salles d'arcade sont encore plus animées la nuit, avec des joueurs de tout âge, défiant des jeux vidéo, des machines à pince et des jeux de rythme. Les cafés et les bars à thème d'Akihabara sont particulièrement populaires la nuit. Vous pourrez prendre un verre dans un maid café. L'élément central est la présence de jeunes serveuses habillées dans des uniformes de soubrette. Ces serveuses sont généralement jeunes et souriantes et elles adoptent un comportement très serviable et attentionné envers leurs clients. Vous pouvez aussi prendre un verre dans un café inspiré de votre animé préféré ou discuter avec d'autres amateurs de jeux vidéo dans un bar à thème. Au cœur de la mégalopole effervescente de Tokyo, je vous emmène dans le quartier de Nihonbashi, un quartier qui incarne l'excitation de la vie urbaine contemporaine. Situé dans le district de Shuo, c'est un lieu emblématique qui abrite une variété d'attractions culturelles et commerciales. Ce quartier est très connu par les amateurs de cuisine. Vous pourrez y déguster des plats traditionnels japonais comme des tempura, des sushis et bien plus encore.
Et si vous cherchez une expérience originale, sachez que c'est dans ce quartier que se trouve le célèbre Pokémon Café. Un endroit incontournable pour les fans de manga, où la magie de l'univers Pokémon prend vie à travers une expérience culinaire. Impossible de parler de Tokyo sans parler du quartier de Shibuya, sans aucun doute le quartier le plus emblématique et le plus animé de la capitale. Réputé pour son dynamisme, pour ses boutiques branchées et surtout son célèbre carrefour, l'une des intersections les plus fréquentées et les plus célèbres du monde. Des milliers de personnes le traversent chaque jour, créant une impression de marée humaine aux heures de pointe. Lorsque les feux de signalisation passent au rouge, la scène est impressionnante. Une synchronisation parfaite de pas pressés et de mouvements coordonnés. Shibuya, c'est aussi le paradis des magasins de vêtements et des boutiques de luxe. C'est un centre culturel important pour la jeunesse. Un lieu de convergence de la culture pop. Vous y trouverez des boutiques d'animés et de mangas, comme la célèbre boutique Nintendo, unique au monde. Nous continuons notre visite par la Takashita-dori, une célèbre rue du quartier d'Harajuku. Cette rue est un véritable paradis pour les amateurs de shopping et les curieux en quête d'une expérience japonaise unique. Ce qui distingue cette rue, c'est sa capacité à refléter les tendances à la mode à un rythme effréné. Vous y trouverez une multitude de boutiques de mode indépendantes, proposant des vêtements, des accessoires, des chaussures uniques. La rue est surtout connue pour ses styles excentriques et avant-gardistes. Si vous cherchez des vêtements kawaii, gothiques, punk ou tout autre style qui sort de l'ordinaire, vous êtes au bon endroit. Les magasins vendent également une variété incroyable d'articles de cosplay, de perruques fantasy et d'accessoires pour aider les visiteurs à créer des looks extraordinaires. En sortant de cette rue, se trouve un havre de paix et de spiritualité, le temple Meiji-Jingu. Entouré d'une forêt luxuriante et situé dans un vaste parc boisé, cette oasis de verdure offre un contraste frappant avec le tumulte de la ville, créant ainsi un espace propice à la contemplation et à la méditation. L'un des aspects les plus emblématiques du temple est l'écriture des vœux sur des plaques appelées ema. Les visiteurs écrivent leurs souhaits, leurs prières sur ces plaques, puis les accrochent sur des supports spéciaux, dans l'espoir que leurs désirs se réalisent. Changement d'ambiance. Nous voilà dans le quartier de Sumida. C'est au milieu de cette étrange forêt de gratte-ciel que se dresse un monument unique en son genre, la Tokyo Skytree.
Cette tour, haute de 634 mètres, est l'une des plus hautes structures du monde. Elle se distingue par son design élégant et moderne. Elle a été construite pour résister aux séismes fréquents au Japon, ce qui a conduit à l'utilisation de la technologie de pointe en matière de résistance. L'une des principales raisons de visiter la Tokyo Skytree est de profiter de ses vues panoramiques à 360 degrés sur Tokyo et ses environs. Les 2 plateformes d'observation offrent des perspectives incroyables sur la ville, notamment sur les gratte-ciels de Shinjuku, la tour de Tokyo, le mont Fuji part en clair et même jusqu'à la baie de Tokyo. Au pied de la tour, un café à thème Kirby permettra aux visiteurs de se restaurer. Je vous emmène maintenant à Yanaka, un quartier qui semble avoir échappé au tumulte du temps. Un véritable joyau caché de la capitale japonaise. Yanaka est un lieu idéal pour flâner à pied. Ses ruelles étroites et sinueuses sont bordées de maisons traditionnelles en bois, de temples et de boutiques pittoresques. Vous pourrez vous perdre délibérément dans ce dédale de rues et découvrir les trésors cachés, à chaque coin. C'est tout proche de ce quartier que vous trouverez le temple Nezu-jinja, célèbre pour ses torii en bois de couleur vermillon. Il forme un chemin impressionnant qui mène au sanctuaire principal. L'un des autres points forts de ce temple est son jardin japonais spectaculaire. Créé au XVIIe siècle, c'est un exemple classique de jardin avec ses étangs, ses ponts, ses lanternes en pierre et ses espaces paysagers sereins. Je vous invite maintenant à découvrir un quartier de nuit, Shinjuku, en commençant par une vue du Tokyo Metropolitan Government. L'observatoire est gratuit. Chaque tour dispose d'une plateforme d'observation située au 45e étage. La rue Omoi-Ryokosho est l'un des endroits les plus pittoresques de Tokyo. Ce petit réseau de ruelles est une fenêtre sur le passé de la ville et offre aux voyageurs une expérience immersive de l'ère après-guerre du Japon. La rue est bordée de petites échoppes en bois, de minuscules restaurants et de bars intimes. Les anciennes lumineuses, les lanternes en papier et les pancartes de néon créent une ambiance chaleureuse et nostalgique.
Un autre lieu incontournable pour tout visiteur à Tokyo est un passage à la tour de Tokyo. Distingue par sa structure en acier trempé de couleur rouge et blanche, son design est élégant et simple. Cette tour joue un rôle central dans le paysage urbain. Pour terminer notre documentaire, je vous propose de me suivre sur l'île futuriste d'Odaiba. Pour cela, il nous faudra prendre le monorail, qui offre une vue sur la baie de Tokyo. Un moyen de transport pratique et idéal pour un touriste qui souhaite découvrir la ville. Odaiba est une île artificielle qui incarne la modernité et l'innovation. Un mélange futuriste high-tech avec des touches subtiles de tradition japonaise. Plusieurs attractions iconiques et incontournables s'y trouvent, comme le Small World ou le Teamlab Planet. Le Teamlab est un musée d'art numérique interactif qui repousse les frontières de l'art traditionnel en utilisant des technologies de pointe pour créer des expériences visuelles et sensorielles époustouflantes. Kyoto, ville incontournable qui occupe une place centrale dans l'histoire et la culture japonaise. Avec près de 1,5 million d'habitants, Kyoto est l'une des villes les plus peuplées du Japon. Capitale impériale pendant plus de 1000 ans,
Kyoto est le berceau de nombreuses traditions et continue de façonner l'identité culturelle du pays. Je vous emmène tout d'abord dans l'un des quartiers les plus emblématiques de Kyoto, Ninenzaka, un véritable joyau historique. Ce quartier pittoresque, avec ses rues pavées et ses maisons traditionnelles en bois, transporte les visiteurs dans un Japon d'autrefois. En flânant dans ces ruelles sinueuses, on est immergé dans une atmosphère unique, loin de l'agitation moderne, où le temps semble s'être arrêté. L'un des endroits les plus photogéniques de ce quartier est sans aucun doute la rue attenante au temple Okanji, plus familièrement connue sous le nom de Yasaka Noto, pagode Yasaka. Cette pagode, de 46 mètres de haut, avec ses toits en pente élégante à chaque niveau, domine la scène et offre un cadre spectaculaire pour les photos, surtout si le ciel est dégagé ou au coucher du soleil. À proximité, vous découvrirez également une autre rue emblématique. Ces escaliers pavés bordés de boutiques traditionnelles et de maisons de thé vous mèneront directement vers le célèbre temple Koyimizu-dera, l'un des sites les plus visités de Kyoto. L'expérience de ce lieu variera en fonction de l'heure de votre visite. En pleine journée, une foule de visiteurs anime les lieux, tandis qu'aux premières heures du matin, l'atmosphère est imprégnée de calme et de sérénité, vous offrant une expérience plus intime et spirituelle. Fondé en 778, ce temple fait référence à un complexe de temples bouddhistes et shintoïstes. Il tire son nom de la cascade qui coule à proximité. Avec sa riche histoire et son architecture unique, Koyimizu-dera est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1994. Son élément le plus frappant est sa vaste terrasse en bois qui semble flotter au-dessus de la forêt. Construite dans un seul clou, cette plateforme est soutenue par d'énormes piliers de bois et offre une vue imprenable sur la ville de Kyoto et sa nature environnante. Les amateurs de vieilles ruelles et d'ambiance traditionnelle seront irrésistiblement attirés par le quartier de Gion, l'un des plus emblématiques de Kyoto. Ce quartier historique, autrefois fréquenté par des samouraïs et les riches marchands, est aujourd'hui prisé par les visiteurs pour son charme intemporel et son atmosphère authentique. Gion est célèbre pour ses geishas et meiko, leurs apprentis, que l'on peut parfois apercevoir se déplaçant gracieusement dans leurs somptueux kimonos. En journée, les visiteurs peuvent admirer l'architecture traditionnelle des maquillas, ces maisons de ville en bois qui bordent les rues étroites du quartier. Véritable trésor du patrimoine architectural, les maquillas sont souvent transformés en boutiques, restaurants ou maisons de thé, tout en préservant leur style d'origine. En explorant Gion, il est impossible de ne pas évoquer l'art ancestral de la cérémonie du thé. Cette pratique raffinée, profondément enracinée dans la culture japonaise, dépasse le simple moment de dégustation. Il incarne une véritable philosophie de vie. Ses origines remontent au XIIe siècle, mais atteint son apogée vers le XVIe siècle, sous l'influence de maîtres qui ont codifié le geste et l'esthétique de cette tradition. Au cœur de cette cérémonie se trouve le matcha, une poudre de thé vert finement broyée, emblématique de la culture japonaise. Contrairement au thé traditionnel infusé, le matcha est préparé en dissolvant la poudre dans l'eau chaude à l'aide d'un fouet en bambou. Cette méthode libère tous les arômes et les bienfaits du thé, tout en créant une mousse délicate. Le matcha est une véritable institution au Japon, offrant une délicieuse fraîcheur aux Japonais pendant l'été. Il se décline en thé glacé, mais aussi en glace, très populaire pendant les périodes de canicule. Lors de la cérémonie, le visiteur est souvent invité à revêtir un kimono traditionnel, ajoutant ici une touche d'authenticité à l'expérience. Une fois prêts, les invités sont conduits par leurs hôtes dans une salle décorée de tatami et d'éléments de décoration épurés, favorisant la sérénité. La cérémonie commence par un moment de silence. L'hôte prépare ensuite le matcha, utilisant les ustensiles traditionnels pour fouetter la poudre et créer une mousse légère.
Les invités peuvent observer ce processus, imprégnant l'expérience d'un sentiment de respect pour l'artisanat impliqué. Parmi les temples les plus remarquables de Gion, le Kinninji se distingue comme l'un des plus anciens et des plus importants de la ville. Fondé en 1202, ce temple est réputé pour ses magnifiques jardins, ses pavillons historiques et ses œuvres d'art. Les visiteurs ont la possibilité d'explorer les différents bâtiments du temple, notamment la salle principale et le jardin de pierre, chacun possédant son propre caractère et sa signification spirituelle. Il est important de noter qu'au Japon, il est usage de se déchausser avant d'entrer dans ces lieux sacrés. Les visiteurs doivent donc porter des chaussettes. L'aménagement des bâtiments permet de s'asseoir régulièrement pour admirer la beauté des jardins sous différents angles, encourageant ainsi une contemplation paisible. Un autre temple emblématique du quartier est le sanctuaire Yasaka, qui joue un rôle central tant sur le point culturel que religieux. Dédicacé à la divinité protectrice des épidémies et des calamités, ce sanctuaire constitue un lieu de culture majeur pour les habitants de Kyoto. Chaque année, il accueille le célèbre Gion Matsuri, l'un des festivals les plus emblématiques du Japon, attirant des milliers de visiteurs. Le Gion Matsuri se déroule tout au long du mois de juillet, culminant avec une grande procession le 17 juillet. À cette occasion, des chars richement décorés, appelés Yama et Oko, défilent dans les rues de Kyoto, qui sont fermées à la circulation automobile pour l'événement. Ces chars, ornés de tissus exquis et d'objets d'art, représentent des guildes locales et témoignent de l'héritage culturel de la ville. On compte une vingtaine de chars, chacun portant son propre caractère et son histoire. Il ne faut pas moins de 50 personnes pour tirer ces imposants chars, qui peuvent atteindre jusqu'à 20 mètres de haut et peser jusqu'à 12 tonnes. Les valeureux bénévoles qui tirent sur les cordes pour faire avancer ces mastodontes acceptent volontiers de poser devant le spectateur, massé sur chaque coin de la rue. Pour les encourager dans cette tâche laborieuse, la foule applaudit à chaque passage de char, tandis que plusieurs groupes de musiciens donnent le rythme au son des musiques traditionnelles, principalement jouées à la flûte et au tambour. Une des attractions favorites des touristes est d'assister aux manœuvres dans les virages, admirant la force et l'habileté des porteurs qui parviennent à faire pivoter ces géants à la seule force de leurs bras. La chaleur écrasante de juillet peut parfois entraîner des malaises durant le festival. Il est donc essentiel de faire preuve de prudence et de bien s'hydrater. Mais le Matsuri ne se limite pas à ces défilés. La préparation commence bien avant le jour J, avec une série d'événements et de rituels mettant en avant les traditions artisanales et culinaires de la région. Le Japon est riche en Matsuri, notamment devant l'été. Et le Gion Matsuri est sans conteste le plus célèbre et le plus fréquenté. Les visiteurs peuvent profiter de l'ambiance festive, avec des stands de nourriture, des jeux et des activités qui animent les ruelles du quartier. C'est l'occasion idéale pour déguster des spécialités locales et participer à des jeux traditionnels. Les habitants, vêtus de yukata colorés, se rassemblent pour célébrer cet événement, renforçant ainsi les liens communautaires et préservant les traditions japonaises. Je vous emmène maintenant visiter le célèbre marché de Kyoto, le Nishiki Market. S'étendant sur plus de 400 mètres, est souvent surnommé la cuisine de Kyoto. Il regroupe plus de 100 boutiques et stands, où l'on peut découvrir une incroyable variété de produits alimentaires locaux, des spécialités artisanales et des souvenirs typiques. Dès votre arrivée, vous serez frappé par les couleurs vibrantes des étals, proposant une multitude de produits, allant des légumes frais
des fruits de mer et des viandes aux douceurs traditionnelles japonaises. Vous pourrez également déguster des plats emblématiques de Kyoto comme la fameuse brochette Tako Tomago, composée de poulpe et d'œufs de kai. Vous pourrez aussi manger des brochettes de bœuf de Kobe ou encore des brochettes de homard, toutes préparées sur place par des artisans passionnés. En flânant dans les allées du marché, vous aurez également l'occasion d'admirer l'architecture traditionnelle des boutiques, avec leurs devantures en bois et leurs enseignes ornées de kanji. Au bout du marché, vous trouverez un petit temple, ainsi qu'une multitude de restaurants, où vous pourrez plonger cette immersion gastronomique en savourant des plats préparés avec soin. Pour ceux qui souhaitent se divertir davantage, Kyoto possède également des lieux de loisirs, comme le Toei Studio Park. Ce parc d'attractions unique vous permet de plonger dans l'univers fascinant du cinéma japonais, tout en offrant une immersion dans les rues de l'époque Edo. Vous pourrez déambuler dans les reproductions de ces rues traditionnelles avec leurs maisons de bois et leurs lanternes, et ainsi ressentir l'atmosphère de cette période historique. Le parc propose une variété de spectacles captivants, notamment des performances de samouraïs et de ninjas, qui font revivre les légendes et l'esprit guerrier du Japon ancien. Ces spectacles interactifs permettent aux visiteurs de découvrir l'art martial et les techniques de combat, tout en s'amusant. En vous aventurant dans le parc, ne manquez pas de découvrir des attractions inspirées de la culture manga et de l'anime japonais. Un des points forts est la présence d'une réplique grandeur nature de Evangelion, une série emblématique qui a marqué l'histoire de l'animation japonaise. Avant de quitter Kyoto, je ne saurais que trop vous conseiller de flâner dans ces ruelles pittoresques. La ville se visite facilement à vélo, et chaque quartier mérite d'être exploré. Pédaler le long du fleuve est sans doute l'un des meilleurs moyens de découvrir Kyoto sous un angle différent, loin du tourisme de masse et plus près des habitants. Je vous invite maintenant à découvrir Nara, une ville riche en histoire et en culture, située à seulement 1 heure en train de Kyoto. Ancienne première capitale permanente du Japon au 8e siècle, Nara est réputée pour ses temples anciens, ses parcs verdoyants et ses cerfs en liberté qui errent paisiblement dans les rues. À votre arrivée, vous serez immédiatement séduit par l'atmosphère paisible et sereine de Nara, où le rythme de la vie est plus lent, où la nature s'intègre harmonieusement à la culture. Parmi les sites incontournables, ne manquez pas le Todaiji, un immense temple qui abrite une statue impressionnante de Bouddha, l'une des plus grandes en bronze du monde, atteignant 15 mètres de haut. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce temple est un exemple d'architecture bouddhiste, avec son grand hall, qui est l'un des plus vastes en bois du monde. Les visiteurs sont accueillis par la majestueuse porte en bois, ornée de sculptures de gardiens qui instaurent une atmosphère solennelle et sacrée. À l'intérieur, la statue de Bouddha se dresse dans une ambiance de dévotion et de respect, attirant des millions de visiteurs chaque année. Le temple est également entouré de jardins magnifiques et de sentiers, permettant à chacun de se promener tranquillement tout en admirant la beauté du paysage. Prenez le temps d'apprécier les détails architecturaux et les trésors culturels que renferme ce site emblématique, véritable symbole de la richesse du patrimoine japonais. Promenez-vous ensuite dans le parc de Nara, un vaste espace verdoyant où cohabitent des centaines de cerfs sauvages, considérés comme des messagers des dieux dans la culture shinto. Vous aurez probablement l'opportunité de les nourrir avec des biscuits spéciaux vendus sur place. Une expérience inoubliable qui ravira les plus jeunes. La région d'Hakone se distingue comme un véritable sanctuaire. Située à une centaine de kilomètres de Tokyo, cette destination, prisée autant par les voyageurs locaux que par les touristes internationaux, est célèbre pour ses onsen, ses paysages, ses temples, ses vues imprenables sur le mont Fuji et ses ryokan traditionnels. Ici, la nature règne en maître,
avec des lacs, des forêts et des volcans encore actifs qui façonnent le territoire. Ensemble, embarquons dans un voyage au cœur d'Hakone, où la tradition dialogue avec la nature et où chaque paysage dévoile un fragment de l'âme japonaise. Pour se rendre à Hakone, le voyageur partant de Tokyo peut emprunter le train, un moyen de transport incontournable au Japon. Dans ce pays, les trains jouent un rôle essentiel dans le quotidien des habitants. Grâce à un réseau ferroviaire extrêmement développé et efficace, il est facile de se déplacer à travers tout l'archipel. Le train est sans doute le moyen de transport préféré des Japonais, et le Shinkansen, le célèbre train à grande vitesse, constitue la manière la plus rapide de voyager. Reconnaissable à sa forme profilée et futuriste, il symbolise l'efficacité et la modernité du Japon. Toujours ponctuel, le Shinkansen reflète la rigueur et la fiabilité du système ferroviaire japonais. Un autre aspect pratique du voyage est que de nombreux voyageurs se déplacent sans leurs valises. Grâce à un système de transport de bagages très efficace, il est possible d'envoyer ces valises séparément, celles-ci arrivant à destination quelques jours plus tard. Une autre particularité, que l'on trouve souvent dans les trains japonais, est la possibilité de tourner les sièges dans le sens de la marche, garantissant ainsi un confort optimal pendant le trajet. Pour rejoindre Hakone, le Romancecar est un service de train express emblématique qui relie directement Tokyo à la région. Ce train est particulièrement apprécié pour son confort et ses larges fenêtres panoramiques, permettant de profiter pleinement des magnifiques paysages tout au long du trajet. Après 90 minutes, le train arrive à Hakone, une région renommée pour ses sources d'eau chaude et ses paysages apaisants. Pour profiter pleinement de cette expérience, rien de mieux que de séjourner dans un ryokan, une auberge traditionnelle japonaise. Hakone abrite une grande variété de ryokan, chacun offrant l'opportunité de découvrir les coutumes et les traditions locales dans un cadre authentique. Le ryokan est particulièrement apprécié des touristes en quête d'une immersion culturelle. Dès leur arrivée, les hôtes accueillent les voyageurs avec une grande hospitalité et leur proposent de revêtir un yukata, un peignoir traditionnel japonais, souvent accompagné de chaussons. Porter le yukata tout au long du séjour contribue à une sensation de détente et d'harmonie avec l'ambiance du lieu. Un des moments forts du séjour dans un ryokan est la possibilité de profiter des onsen, les célèbres bains de sources chaudes. Les coutumes entourant les onsen peuvent paraître un peu inhabituelles pour le visiteur étranger, mais elles font partie intégrante de la tradition japonaise. Il est coutume de se baigner nu dans ces bains. Avant d'entrer dans l'eau, chaque personne doit d'abord se laver soigneusement à l'aide des douches mises à disposition, puis une fois propre, s'immerger dans les bains chauds pour se détendre. Une expérience à la fois apaisante pour le corps et pour l'esprit. Un autre aspect essentiel d'un séjour dans un ryokan est le repas. Véritable voyage gastronomique, les visiteurs ont l'opportunité de déguster une multitude de plats japonais raffinés, présentés dans un style kaiseki. Chaque plat, minutieusement préparé, est présenté avec un sens aigu du détail. Il reflète la saisonnalité et la fraîcheur des ingrédients locaux. Ce festin permet de découvrir les saveurs subtiles de la cuisine japonaise dans toute son authenticité. Chaque bouchée étant une invitation à apprécier l'harmonie des textures et des goûts. Le coucher dans un ryokan constitue également un moment fort du séjour. Les chambres, généralement décorées dans un esprit traditionnel japonais, sont équipées de tatamis au sol, créant une atmosphère apaisante et authentique.
Les visiteurs sont souvent amenés à dormir sur des futons, qui sont déposés sur le tatami le soir, offrant un confort simple mais agréable. Certains ryokan d'Hakone possèdent également de magnifiques jardins, où on peut faire une pause et se promener dans le calme et la sérénité. Ces espaces extérieurs sont soigneusement entretenus et invitent à la contemplation, permettant aux visiteurs de se reconnecter à la nature et de savourer la beauté paisible des paysages environnants. Que ce soit en admirant les cerisiers en fleurs au printemps ou en se laissant bercer par le bruit d'eau des fontaines, chaque instant passé dans ces jardins est une expérience mémorable et revigorante. Le circuit le plus populaire de la région d'Hakone offre une expérience incontournable pour les visiteurs, mêlant découvertes naturelles et phénomènes géothermiques impressionnants. Le voyage débute par l'emprunt du funiculaire reliant Gora à Susan. Ce trajet pittoresque traverse doucement les montagnes verdoyantes, offrant un aperçu de la beauté naturelle qui entoure Hakone. Au fil de l'ascension, les panoramas s'élargissent, dévoilant un environnement paisible, loin de l'agitation urbaine. Arrivé à Sunzan, le trajet se poursuit avec le téléphérique de Hakone, qui mène à Awakudani, célèbre vallée volcanique. Ce voyage aérien procure une sensation unique de flotter au-dessus de la nature sauvage de Hakone. Au fur et à mesure que le téléphérique s'élève, l'atmosphère change. Les forêts denses cèdent la place à des paysages rocailleux et volcaniques. Des fuméroles blanches et denses apparaissent au loin, signalant l'arrivée prochaine à Awakudani, également connue sous le nom de vallée des grandes vapeurs sulfureuses. L'effet est saisissant. Les formations rocheuses abruptes, le gaz sulfureux s'échappe du sol et les éclats jaune-gris du paysage donnent l'impression de pénétrer dans un monde presque extraterrestre. L'air est imprégné d'une odeur de soufre, caractéristique des zones géothermiques actives. La nature, brute et indomptée, rappelle que cette terre volcanique est toujours active, et la proximité de ce phénomène géologique est à la fois fascinante et impressionnante. À Awakudani, les visiteurs sont immédiatement plongés dans une atmosphère unique et presque surnaturelle. Cette vallée volcanique est le résultat d'une éruption massive datant de 3000 ans, provoquée par l'explosion du mont Hakone. Des sentiers balisés permettent d'explorer ce paysage spectaculaire, tout en s'assurant de la sécurité des visiteurs à distance des zones les plus actives. Des jets de vapeur soufrée s'échappent du sol, offrant un spectacle naturel captivant. En certains points, des bassins d'eau bouillonnante agitent au mystère du lieu. C'est ici que se forment les célèbres œufs noirs. Ces œufs, plongés dans les eaux sulfureuses, voient leurs coquilles se teinter de noir sous l'effet des minéraux volcaniques, un phénomène aussi intrigant que symbolique. La légende raconte que consommer l'un de ces œufs prolonge la vie de 7 ans, une tradition à laquelle de nombreux visiteurs se prêtent. La descente en téléphérique s'effectue de l'autre côté du versant de la montagne, offrant des vues totalement différentes et tout aussi spectaculaires. Le premier arrêt, ou Bako, permet aux visiteurs de s'immerger dans la forêt luxuriante qui caractérise cette région. Les sentiers environnants sont parfaits pour une balade tranquille au milieu d'une végétation dense et préservée, idéale pour ressentir la sérénité de la nature japonaise. De là, un nouveau téléphérique permet de rejoindre les rives du lac Ashi,
un lac volcanique entouré de montagnes, dont les eaux calmes reflètent les paysages environnants. L'une des attractions les plus singulières et amusantes pour les familles est de monter à bord des célèbres bateaux pirates, des répliques colorées qui ravissent particulièrement les plus jeunes voyageurs. La traversée du lac dure environ 40 minutes, laissant tout le temps d'admirer les panoramas majestueux. Le lac, souvent enveloppé d'une légère brune matinale, offre des vues pittoresques, notamment sur les rives bordées de forêts et les petits sanctuaires nichés dans les collines. Par temps clair, les passagers ont la chance d'apercevoir le mont Fuji qui se dresse fièrement à l'horizon, dominant la région de son sommet enneigé. Ce géant culmine à 3776 mètres et sa silhouette parfaite constitue un des paysages les plus iconiques du Japon. À l'arrivée à Moto Akoneko, l'une des principales escales du lac Ashi, le visiteur pourra emprunter un chemin pittoresque qui longe la rive du lac. Ce sentier mène à l'emblématique temple Hakone Jinja-shrine, le célèbre temple des montagnes. Caché au cœur d'une dense forêt de cèdres, ce sanctuaire shinto est réputé pour son atmosphère mystique et ses portes de torii rouge emblématiques qui semblent flotter sur les eaux du lac. En suivant le sentier, le visiteur découvrira ces portes imposantes avant d'accéder à l'escalier de pierre qui mène au temple principal, niché dans la montagne. Ce sanctuaire est un lieu de pèlerinage depuis des siècles, où les fidèles viennent prier pour la chance, la protection et la prospérité. Il est particulièrement prisé pour son cadre serein et son lien spirituel avec la nature environnante. Je vous emmène à Nagoya, la 4e plus grande ville du Japon, située au cœur de la région de Chubu. Cette métropole, souvent méconnue des touristes, offre un riche mélange d'histoire, de culture et de modernité. Parmi ses attractions, le château de Nagoya est un véritable symbole de la ville. Il en dit long sur son passé prestigieux. Mais Nagoya est également connu pour être un des lieux où se déroule chaque année, en juillet, un grand tournoi de sumo. Le Nagoya Basho, l'un des 6 tournois majeurs de sumo du Japon. Le sumo n'est pas seulement un sport moderne, mais une véritable tradition séculaire au Japon. Ses origines remontent à 1500 ans, où il était pratiqué lors des cérémonies religieuses pour honorer les divinités et assurer la prospérité des récoltes. Au fil des siècles, le sumo s'est transformé en un sport de compétition, d'abord pratiqué dans les cours impériales, puis popularisé sous le shogunat Tokugawa. Aujourd'hui, il est devenu un véritable pilier de la culture japonaise. Le sumo, bien plus qu'un simple sport, est une véritable institution nationale empreinte de tradition. Les combats de sumo ne se limitent pas à la force brute, mais sont également une manifestation de respect et de rituels sacrés. Avant chaque match, les lutteurs accomplissent une série de gestes symboliques. Tout d'abord, un homme monte sur le dojo et donne le nom des candidats. Puis c'est au tour des lutteurs de monter et exécutent un premier shiki,
un exercice d'assouplissement. Chaque lutteur le réalise 2 fois en changeant de jambe. Étape numéro 3. Les lutteurs se font face et refont une série de mouvements. Étape numéro 4. Le Jyoji relève alors son éventail face à lui, entre les lutteurs, signifiant que le combat peut commencer. Dès que les 2 lutteurs auront posé ensemble leurs 2 poings au sol, le combat commence. Ils vont alors se jeter l'un sur l'autre avec la plus puissante poussée possible dans le but de déséquilibrer son adversaire et de le faire sortir du cercle. Les combats peuvent durer quelques secondes à plusieurs minutes. Et chaque geste, chaque mouvement est un art qui allie puissance, stratégie et équilibre. Les combats se montrent impressionnants et les spectateurs passionnés. Assister à un match de sumo au Japon reste une expérience unique à ne pas manquer. Je vous emmène maintenant au château de Nagoya, un véritable trésor historique. Construit au XVIIe siècle par le shogun Ieyasu Tokugawa, ce château est un véritable symbole de puissance. Il restera sous l'autorité du clan pendant toute la période d'Edo. Après cette période, il sera administré par la maison impériale et enfin par la ville de Nagoya. Lors de la Seconde Guerre mondiale, le château original a été gravement endommagé et a même brûlé. Il a été reconstruit après la guerre, à partir des années 1950. Actuellement, le château est en rénovation et l'intérieur n'est plus accessible au public, ce jusqu'en 2028. Pendant ces travaux, le donjon est fermé à la visite, mais le palais Onmaru, situé dans l'enceinte des murailles à côté du donjon, reste accessible. Ce bâtiment de plain-pied n'avait pas de fonction militaire proprement dite, car il servait de résidence pour le shogun et sa cour, dans un environnement richement décoré. Après avoir passé le porche principal et cette déchaussée, on entre dans le long corridor desservant plusieurs pièces superbes. Ces dernières sont ornées de portes glissantes et de panneaux de bois décorés à la feuille d'or. La construction du palais a duré 10 ans, mais le résultat est splendide, offrant une véritable immersion dans l'histoire et l'époque des samouraïs. Le château est également entouré d'un vaste parc, dans lequel les visiteurs peuvent profiter d'une agréable promenade, tout en admirant la beauté de ce site historique. Après avoir exploré le majestueux château de Nagoya, je vous invite à découvrir un autre monument emblématique de la ville, la tour de Nagoya. Inaugurée en 1954, la tour de Nagoya est un symbole de modernité de la ville et un excellent point de vue pour admirer le panorama urbain. Haute de 180 mètres, elle a été inspirée par la tour de Tokyo et reste l'une des structures les plus reconnaissables de Nagoya. Située dans le parc Isaya Odori, au cœur de la ville, la tour offre une vue imprenable sur Nagoya et ses environs. En haut de la tour, le visiteur trouvera un observatoire, où il pourra profiter d'une vue à 360 degrés sur la ville. Je vous propose maintenant de sortir un petit peu de Nagoya pour rejoindre Gifu et assister à une tradition locale, la pêche au cormoran, une pratique millénaire. On appelle cette méthode ukai, l'ancienne technique de pêche utilisant des cormorans pour attraper des poissons. Cette tradition remonte à 1300 ans et elle est profondément enracinée dans la culture japonaise, notamment dans les rivières de Gifu. Le principe est simple mais fascinant. Les pêcheurs entraînent leurs cormorans, de grands oiseaux aquatiques, à plonger dans l'eau pour attraper les poissons, notamment des ayu, une espèce de poisson doux. Le maître pêcheur, appelé ukaishi, guide les oiseaux à l'aide d'une corde attachée à leur cou pour les empêcher d'avaler leur prise, tout en laissant les cormorans attraper le poisson.
Ce spectacle se déroule souvent de nuit, éclairé par des torches enflammées qui flottent sur les bateaux, créant une atmosphère magique et mystique. La pêche au cormoran est non seulement un art délicat, mais aussi un événement touristique majeur à Gifu, surtout l'été, où les visiteurs peuvent embarquer sur des bateaux et observer cette performance impressionnante. Je terminerai cette escale en vous emmenant à une petite heure de Nagoya pour visiter le parc Ghibli, un lieu magique qui plonge les visiteurs dans l'univers féerique des films d'animation du studio Ghibli. Ce parc, inauguré en 2022 à Aichi, près de Nagoya, dans la région qui avait accueilli l'Expo universelle de 2005, est une véritable invitation à découvrir les mondes imaginaires créés par des maîtres comme Hayao Miyazaki et Asao Takahata. Le parc est divisé en plusieurs zones, chacune dédiée à un film emblématique du studio. La zone la plus impressionnante est sans nul doute le Grand Entrepôt, un espace couvert où les visiteurs peuvent se promener dans des décors reconstitués de films cultes. L'un des points forts est la reconstruction de la chambre d'Arietti, où l'on peut découvrir son univers miniature, ou encore se retrouver dans des scènes iconiques comme Mon voisin Totoro, Le voyage de Chihiro, Princesse Mononoke, Ponyo sur la falaise, Le château dans le ciel, ou encore Les souvenirs de Marnie. Ces reconstructions permettent aux visiteurs de se plonger dans les scènes les plus marquantes du film, de se prendre en photo et de revivre la magie de ces chefs-d'œuvre d'animation. Le parc Ghibli propose également des courts-métrages exclusifs, visibles uniquement dans les musées et le parc Ghibli. Ces expositions temporaires offrent une immersion dans l'univers artistique du studio, permettant de découvrir les coulisses de la création du film. Enfin, pour les fans, un passage par la boutique s'impose, où vous pourrez dénicher des goodies uniques, disponibles uniquement ici. Ma petite vidéo sur Nagoya et ses environs se termine ici, mais si tu es fan du Japon,